Depuis la nuit du jeudi 12 juin 2025 jusqu'à présent, le Moyen-Orient attire les attentions du monde à travers un conflit armé qui oppose Israël à l'Iran. Très chers internautes, bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce direct spécial sur le conflit Israël-Iran, pendant lequel nous allons interroger l'évolution actuelle du conflit, le contexte géopolitique et géostratégique qui prévaut dans ce côté du monde, la légitimité de la riposte iranienne, la question du nucléaire iranien, l'impasse diplomatique et enfin le discours eschatologique juif. Pour cela, nous sommes avec notre invité exclusif, le président Bandakani, dont la pertinence analytique est incontestable. Président, bonsoir. Bonsoir, Madame Charlotte Tengele. Bonsoir à ton coéquipier, intervieweur. Bonsoir à toute l'équipe technique. Un bonsoir particulier à... Bon, selon où on se trouve, ça dépend des fuseaux horaires. Donc, bonsoir ou bonjour, bon après-midi. À nos internautes, fidèles internautes, et à nos abonnés. Je suis de très près la croissance exponentielle de nos abonnés. Nous suivons ça de très près. Sans avoir la grosse tête, nous essayons d'analyser cette évolution-là pour essayer d'en tirer les leçons les plus opérationnelles. Donc, je voudrais les saluer tous nos abonnés. Bon, vous me présentez comme quoi un analyste incontestable. Vous cherchez les histoires. Moi, je suis le modeste président du NMP. L'incontestabilité des analyses et de la science, il faut laisser ça aux universitaires et aux agrégés en agrégation. Moi, je n'en suis pas un. Président Bandakani, si nous connaissons une croissance de nos abonnés, c'est parce que vos analyses sont pointues et nous ne pouvons commencer cette émission sans saluer ça, parce que nous savons que nous allons passer un bon moment à vos côtés, un moment plein de richesse intellectuelle. Nous sommes reconnaissants et nous vous disons merci pour le temps que vous avez. La précision était nécessaire, d'autant plus que nous avons réglé la question là. Nous ne voulons pas embêter les docteurs en doctorat, les diplômés en diplôme, les agrégés en agrégation, nous ne voulons pas les embêter. D'autant plus que nous savons effectivement que tous ces titres-là n'ont rien à voir avec la véritable science, la véritable connaissance. Je vous rassure donc. Merci, Président Bandakani. Sur le plateau, je suis accompagné d'un fidèle camarade, M. Bouyamousso Jules Constant, à qui je vais adresser mes civilités. Bonsoir, Madame Charlotte Djengele. Très, très heureux de partager ce plateau avec vous et en présence d'un illustre invité, président national du mouvement populaire, M. Bandakani, à qui j'adresse aussi un bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, nous abordons un sujet d'actualité majeur, la situation qui prévaut au Moyen-Orient, le conflit israélo-iranien. Monsieur le Président, avec vous, nous voulons faire le point de l'évolution de la situation. Et jusqu'à ce jour, au niveau de l'état-major iranien, nous avons des pertes, mais également au niveau de l'état-major israélien, nous avons des pertes. Monsieur le Président, de prime abord, comment vous abordez l'évolution de la situation? Parce que dès le départ, nous pensions que c'était une forme de guerre éclair, c'est-à-dire l'Iran devait s'effondrer sur lui-même, entrer dans une étape de psychose et baisser les bras. Mais comment comprendre cette riposte? D'abord, je voudrais témoigner toute ma solidarité avec les victimes civiles de ces affrontements, qu'elles soient en Israël ou en Iran. Je voudrais apporter toute la solidarité du NMP à l'égard de ces familles endeuillées, injustement d'ailleurs. Donc, le NMP, par ma voix, apporte tout son soutien, sa solidarité, sa compassion pour toutes ces vies humaines qui sont perdues de manière injustifiée. Je voudrais apporter toute ma solidarité à l'État d'Iran,
Vous avez pris position pour l'Iran? Ben, comment on fait pour ne pas prendre position pour l'Iran? On fait comment? Je ne suis pas un sioniste. Et puis, si on a le moindre sens de la justice, comment on peut ne pas soutenir l'Iran? Donc, j'apporte ma solidarité au peuple iranien, au gouvernement de l'Iran, au guide suprême, M. Khamenei. Et j'ai une pensée particulière pour les familles de toutes les hautes autorités de l'Iran qui ont été endeuillées lors de l'attaque ignoble de l'État sioniste d'Israël contre l'Iran. J'ai une pensée pour Ali Chamani, pour le général Hossein Bagheri, pour le commandant Hossein Salami, pour au commandant Gholam-Ali Rachid et à M. Mohamed Kazemi. Donc j'ai une pensée particulière pour eux. Alors, si vous me demandez d'avoir une pensée particulière pour les hauts gradés israéliens, je n'ai aucune pensée pour eux. Aucune. Ce sont des génocidaires. Ce sont des criminels. Mais je l'ai dit en entame, je suis solidaire des civils israéliens qui périssent dans les frappes. J'ai une pensée pour ce peuple-là aussi, qui lui aussi est un otage de la vieille stratégie sioniste qui consiste à enfermer ce qu'on appelle ça le peuple juif entre le marteau et l'enclume. Ça s'appelle la stratégie du ghetto. Donc, il faut aussi avoir une pensée pour ce peuple-là qui est pris en otage par la logique sioniste. Pas de confusion. Peuple israélien et son élite. Pas de confusion, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Donc, pas de confusion. Même si on n'est pas naïf. Dans ce peuple-là, il y a le colon endurci, il y a des sionistes endurcis, des petits sauvageons, tout ça. Oui, oui. Mais ce n'est pas l'ensemble des juifs. Ce ne sont pas toutes les populations juives qui sont dans cette affaire. Et on sait comment organiser la prise en otage du peuple juif par la bande des sionistes, dont aujourd'hui Netanyahou est le porte-parole politique. Donc c'est très important de faire cette distinction-là. Aucune compassion pour les hauts militaires israéliens. Je dis bien les hauts militaires israéliens parce que j'ai une pensée pour tous ceux qui désertent. Il y a des déserteurs là il y a les militaires qui refusent de continuer à faire des massacres. Beaucoup refusent de continuer à faire la guerre. Il y a beaucoup de militaires. Les réservistes, énormément qui désertent. On a une pensée pour tout cela. Il ne faut pas faire comme si on ne voit pas ça. Mais par contre, tous ces hauts gradés qui sont autour du criminel Netanyahou, aucune pensée pour eux. Le plus tôt le monde va s'en débarrasser, plus il y aura la paix sur la terre. Revenons dans la situation iranienne, Monsieur le Président. Nous voyons que les positions se radicalisent de part et d'autre. Et du côté de l'Iran, on nous a annoncé dans les chaînes d'État qui sont à la 6e vague de lancement des missiles, des tirs balistiques en direction de l'État d'Israël. Tout à l'heure, m'avait demandé mon avis sur l'évolution de la situation. Vous savez, comme toujours, on fait comme les autres. Nous ne sommes pas les journalistes des médias mainstream, en général et en particulier les médias français, américains, anglais, qui sont une honte pour le métier de journaliste. C'est-à-dire, c'est la honte de la honte. On a pu affaire à des journalistes, on a affaire à des criminels qui ont transformé les rédactions en arènes militaires. Les journalistes sont devenus des tueurs, des assassins en col blanc. Donc, quand on veut faire une seule analyse des situations, il faut se démarquer de cette grille-là, qui évidemment est une commande des États qui co-génocidaires, qui soutiennent, n'est-ce pas, Israël dans ses crimes contre l'humanité. Donc évidemment, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. L'évolution, là, il faut commencer dès 1948. Il faut commencer dès le processus qui a abouti à la création de l'État d'Israël. Sinon, on ne comprend rien à cette affaire. Alors, quand vous regardez ça comme ça, vous n'allez pas isoler l'affrontement actuel entre l'Iran et l'État d'Israël. Vous n'allez pas isoler ça, non seulement de l'ensemble du conflit tel qu'il embrasse le Moyen-Orient depuis des décennies,
mais même de l'ensemble de la situation mondiale. Parce qu'à la fin, on voit de plus en plus s'affirmer deux camps à travers cette guerre, deux camps. Le camp libéral sioniste qui a Israël pour totem, Washington, Londres, Paris, l'Allemagne, tous ces pays-là, etc. Et d'un côté, le monde multipolaire qui émerge. Les camps sont très clairs. Et ces deux visions de l'humanité qui de plus en plus vont se consolider, vont s'affirmer. En puissance, c'est la bipolaire. C'est la vision multipolaire, au détriment de la vision libérale. Donc il faut avoir cette perspective-là, d'abord globale, que je viens d'esquisser, mais une sous-perspective régionale, avant même d'avoir une perspective binationale, c'est-à-dire dans le cadre de l'affrontement de deux États, ces deux États que l'on vit là. Donc, il faut savoir cette superposition de perspectives qui fonctionne comme un engrenage est indispensable pour bien décrypter ce qui est en train de se passer. C'est important de le dire. Et de ce point de vue, les choses sont claires. On a affaire à un État criminel, colonial, nazi, un État d'apartheid qu'on appelle Israël, qui lui-même est un instrument créé par les Occidentaux, l'Angleterre, les États-Unis, la France aussi, tous ces pays-là, bref, l'Occident, qu'il a créé pour des raisons historiques d'abord, à savoir le contrôle des immenses richesses naturelles qu'il y a dans cette sous-région. Il faut toujours rappeler ça, Parce qu'un des enjeux de Gaza, qu'on ne dit pas, derrière le masque eschatologique, tout ça, et idéologique, il y a un enjeu. Gaza est sur une nappe gazière extraordinaire. Président Manakani, avant de revenir à cette question du conflit qui perdure depuis la création de l'État d'Israël en 1948, nous voulons ici interroger, Président, ce conflit a été par les présidents des pays occidentaux, même des États-Unis, présenté comme quelque chose qui devait finir dans les jours qui venaient et que l'Iran allait croupir sur le poids des missiles qu'il devait recevoir. Mais on est en train de remarquer sur le terrain quelque chose de différent, Président. Quelle est votre appréciation sur la question? J'y arrive. Vous n'allez pas me faire changer ma perspective. Ça ne sert à rien. Vous fonctionnez comme un journaliste. Moi, je ne suis pas les journalistes. Ça, c'est une approche factuelle. Je vais y venir à la fin. L'approche factuelle est dirigée, dominée, inspirée par l'approche historique, qui permet de bien comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Sinon, on va faire comme les médias occidentaux. On va faire comme eux. Or, c'est un prisme déformant, c'est un prisme mensonger. Il ment, c'est un prisme dangereux. On ne comprend rien quand on aborde cette question-là. La seule perspective qui permet de bien voir les choses, c'est celle que elle est historique. C'est ce que je suis en train de faire. Allez-y. Voilà, donc je suis en train d'expliquer ça, c'est très important. Il y a d'immenses enjeux en matière de ressources naturelles dans le coin. C'était le pétrole, et vous comprenez rien au pétrodollar si vous ne comprenez pas le Moyen-Orient. Le pétrodollar, ça a été pratiquement, ça avait pour base arrière le Moyen-Orient. L'accord entre les Américains, le pacte américain et saoudien, c'était quoi? Le pacte américano-saoudien, c'était ça, en partie. Donc, Israël, de ce point de vue, est un engin, est un instrument géopolitique et géostratégique pour assurer le contrôle occidental sur les immenses richesses de cette zone-là, et deuxièmement, sur sa position de passage stratégique majeur, Madame Charlotte Dengeler. Le triangle Europe, Afrique et Amérique n'est pas possible sans passer par cette région. Donc, en termes de passage stratégique, l'enjeu est immense. L'enjeu est immense. Maintenant, après, quand on a fini d'évoquer les raisons historiques, les raisons géographiques, maintenant, il y a les raisons, comment on va dire ça, idéologico-eschatologiques. Israël, l'idée, ce qu'il y a derrière Israël, c'est un projet qui est très profond. C'est-à-dire, au-delà de la géopolitique classique, ce qu'il y a derrière, c'est le sort de l'humanité. Il faut que les gens comprennent. Il faut avoir toute l'eschatologie qu'il y a derrière le sionisme. Ce n'est pas un jeu. Les gens travaillent pour ça. L'eschatologie est le carrefour où vous allez rencontrer toutes les grandes familles de la finance, où la géopolitique classique rencontre la finance.
et où les deux épousent le militaire. Quand vous allez au niveau mondial, vous voyez très bien devant vous se dessiner les complexes militaro-industriels, les complexes pharmaceutiques, vous avez le complexe de la finance. Mais Madame Charlotte, vous comprenez, quand vous avez les trois, vous regardez l'évolution du monde, nous arrivons au stade suprême du mondialisme. Mais ce n'est pas le mondialisme. C'est aussi simple que ça. C'est une vision du monde, c'est le stade suprême du libéralisme qui va s'exprimer par l'effacement de toute souveraineté nationale, disparition des nations, disparition des individus, au profit d'un ordre, écoutez bien, et ça, ce n'est pas visible si on ne revient pas maintenant sur le projet sioniste en soi-même. Vous avez là-bas en Israël, Jérusalem, comme capitale de l'État d'Israël, d'après Israël. Mais d'autres, les Arabes, l'islam ne reconnaît pas ça comme ça. Les Arabes ne reconnaissent pas ça comme ça. Vous avez la question des temples. C'est ce que vous aimez, les temples. Alors, est-ce par hasard que la plupart des dirigeants occidentaux, quand ils vont en visite en Israël, il y a des lieux symboliques qu'ils visitent à tout prix. Le mur de lamentation, par exemple. Mais les mosquées, mais vous avez l'enjeu du temple. Mais toutes les grandes familles de la finance, la plupart, les Rothschild par exemple, ils vous disent qu'ils ont un grand projet qui dépasse le rêve absolu de la reconstruction du troisième temple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour les musulmans, c'est une déclaration, c'est plus qu'une déclaration de guerre. Mais quand vous fouillez les archives eschatologiques des sionistes, ils attendent quelqu'un. Ils ne cachent pas. Tous attendent quelqu'un, ils attendent leur Messie. Et pour qu'ils viennent, mais il faut qu'ils trouvent le monde dans un certain état. Madame, ils doivent trouver le monde dans un certain état. Et c'est ce qui justifie leur attaque envers d'autres pays. Non, ça justifie le grand Israël. Tout ce qui va avec Jérusalem, capitale absolue d'Israël. On ne partage pas ça. Attention, on ne partage pas Jérusalem. Mais c'est inacceptable pour les autres. C'est inacceptable pour les musulmans, c'est inacceptable pour les autres peuples qui sont là dans la sous-région. Donc, tous ces aspects-là doivent être mis ensemble et en perspective pour comprendre ce qui se passe. Il faut bien comprendre ça, c'est important de savoir, d'avoir cette perspective-là. Ce n'est pas un jeu qu'on a en train de faire. Vous ne comprenez pas pourquoi, à un moment donné, les Juifs, soi-disant, ont des problèmes de pogrom, de maltraitance, tout ça qu'on sort en Europe. Mais c'est en Palestine qu'on vient les installer. Et pour les installer, on décide d'exterminer les Palestiniens. On décide de changer le nom du coin. Ça devient, c'est la Palestine. Mais c'est devenu Israël. Alors, le projet d'exterminer les Palestiniens, vous devez comprendre pourquoi on veut les exterminer. Pour quelle raison, Président? Mais je suis en train de vous dire. Pour établir le Grand Israël. Mais le Grand Israël, qu'est-ce qu'il y a derrière le Grand Israël? Il n'y a pas de Grand Israël sans le troisième temple. On le reconstruit. Et pour qui on le construit le troisième temple? Ce n'est pas pour vous. Certainement pas. Ah ben c'est pour accueillir celui qu'on attend. Et je le répète encore, il faut voir toutes les dimensions de ce qu'a fait pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Les courants matérialistes, c'est-à-dire, parlons comme ça, les courants marxisants, athées, ne lisent pas les choses comme ça. Ils privilégient l'aspect historique. C'est normal. La question de la colonisation, du contrôle des matières premières, etc. Les questions géostratégiques. Mais les idéalistes, ceux qui croient en Dieu, mettent en avant les aspects que je suis en train de vous dire, les aspects eschatologiques. Ils mettent ça en avant, sans nier les autres aspects. Mais pour eux, le plus fondamental, ce sont ces aspects-là. Et vous allez donc comprendre plus tard le rôle de Donald Trump. C'est qu'un jour, vous allez comprendre les dessous de l'affrontement entre Israël et l'Iran. Alors, quand vous parlez, je reviens dans votre question, quand vous parlez des aspects factuels aujourd'hui, ce qui s'est passé, mais je vous dis que vous voyez, je comprends, vous êtes jeune, hein, mais
pour des personnes qui ont un certain âge, ce n'est pas le premier affrontement qui est entre l'Iran et Israël. Nous savons que cette région est le théâtre de multiples Très conflits bien, depuis la création même de l'État d'Israël. très bien. Vous allez comprendre donc que Netanyahou n'a rien inventé. C'est un petit exécutant d'une politique qui est décidée depuis les années 40, depuis les années 50, depuis les années 60. Et que tous les présidents américains successifs ont chacun apporté sa pierre à cet édifice-là. Écoutez très bien. Et que depuis les années 2000 en montant, on dit partout aux États-Unis, on dit dans la stratégie, on dit laissez Bibi va faire ça. Bibi, c'est qui? C'est le petit nom du criminel Netanyahou. C'est son petit nom. Il va faire ça. C'est décidé à Washington, dans le cadre de ce projet-là. Après, on dit Bibi viendra faire ça. Vous l'avez calé le rapport de Brookings Institute, pour ne pas citer d'autres rapports. C'est un vieux rapport. Tout ça est décidé dans ce rapport-là. Ce n'est pas un rapport israélien, c'est américain, madame. Président Balakani, vous venez de parler de l'implication des États-Unis dans le conflit qui oppose Israël aux autres territoires qui sont autour d'elle. Nous nous rappelons de la sortie... Attendez, si vous mettez un peu, je vais arriver à votre question. Je ne ferai pas la question factuelle. Si on te dit atterrir, je vais y atterrir. Je vais y atterrir. Je dis que le rapport Brookings, ce n'est pas le seul rapport. Il y a plusieurs rapports comme ça. C'est-à-dire que la politique de sécurité américaine, ça dépend des partis, hein, de sécurité américaine, a des perspectives claires pour cette région par rapport aux intérêts américains. Et l'intérêt américain est inséparable des intérêts d'Israël. Vous comprenez ça? C'est inséparable. Au point où les Américains décident, l'État d'Israël applique. Et des personnes comme Netanyahou, qui a remplacé Ariel Sharon dans cette perspective du côté d'Israël, vient simplement appliquer une politique décidée aux États-Unis. L'enjeu, c'est quoi? J'y arrive. Si vous regardez la carte de la sous-région, l'Amérique a au moins 10 bases militaires. 10 bases militaires. Je ne sais pas si vous comprenez. 10. C'est-à-dire dans tous les pays. Qatar, Oman, Émirats arabes unis, partout, en Israël, en Irak, en Jordanie. Les Américains, ils ont totalement militarisé la région. Je ne sais pas, dites-moi pourquoi un pays comme les États-Unis, c'est-à-dire que dans chaque pays qui constitue la zone, il y a une base américaine, militaire américaine. Et tout le problème d'Israël, de Netanyahou, c'est de s'assurer que jamais les Américains ne quittent cette zone. De bien, les Américains ne quittent cette zone. Il faut bien comprendre ce jeu d'alliance qui est entre eux. Donc, alors, ce qui a donc permis jusqu'à présent, je suis dans votre question, de s'assurer que Israël soit la puissance militaire supérieure dans la sous-région. Que dans la sous-région n'émerge aucune menace, d'après la lecture de la sous-région, d'après les critères occidentaux, qu'il n'émerge aucune menace capable d'inquiéter Israël. Dans cette logique d'Adon, Mme Charlotte Denkele, depuis la guerre de 6 jours, où le prestige d'Israël a été établi, où son invincibilité a revêtu une dimension divine, on sait que l'armée israélienne est très puissante. Elle est dotée d'un génie technologique imparable et incomparable qu'aucun État arabe, je vous rejoins, n'atteindra jamais. Donc, le monde entier sait, dans la tête des gens dans le monde entier, que Israël est vraiment le peuple de Dieu et qu'il n'est pas possible qu'un État arabe se tienne devant Israël. Donc, ce mythe-là est donc aujourd'hui renversé, est sérieusement effrité par la riposte iranienne. Donc, pour lire donc ce qui se passe, je sens vous satisfaire, je vous vois sourire, tant mieux. Pour donc lire cette situation, il faut donc partir de ce principe. Que, 1, le dôme de fer a sanctuarisé Israël
Même une mouche ne devrait pas passer là-bas. Je dis même une mouche. Parce que le missile est trop gros, on le voit. Même les mouches ne devraient pas passer là-bas. L'Iran ne peut pas. C'est un pays attardé, archaïque, à la technologie rudimentaire. Donc, aucun pays, en plus l'Iran, ne peut se oser non seulement se défendre par rapport à Israël, mais oser attaquer. Donc, quand l'affaire là commence, le monde entier sait que les jours de l'Iran sont comptés. C'est l'inverse donc qui s'est produit. Avec... Le dôme de fer. C'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dôme de fer. Il faut trouver le contraire du fer pour savoir ce que c'est devenu. C'est une passoire. C'est une passoire. Et on découvre que l'Iran est en avance technologique sur Israël. Je répète, l'Iran est en avance technologique sur Israël. Au niveau de la production des missiles, au niveau de la production des drones. L'Iran a des missiles qui disent au dôme de fer, tais-toi, tu ne m'as pas vu. Le dôme de fer dit, c'est vrai, tu as raison, je me tais, je ne te vois pas. C'est une façon de parler. C'est ce qui a justifié notamment les premières attaques d'Israël sur l'Iran, parce que le président Netanyahou a fait une sortie pour justifier ces attaques avant même de se prononcer. Et il a dit que l'Iran était en train de développer l'arme nucléaire et que son processus était avancé et qu'il fallait faire quelque chose pour le stopper, sinon il va s'acquérir de l'arme nucléaire. Est-ce qu'il avait donc raison de faire le premier pas? Vous faites la promotion des fake news? Vous faites la promotion des fake news? Je tire ça de son discours. Non, on ne tire pas son discours, c'est d'un fou. Monsieur le Président, malade mental. C'est un dirigeant du monde. Qui? De quel monde? L'une des puissances quel monde? Internationales. De votre monde actuel. Quel monde? Qui? Monsieur le Président. Quel monde? Le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde bigarré, hein? C'est un monde qui est en mutation extraordinaire, ça va très vite. Vous parlez d'un ancien monde, le vieux monde, pour vous, c'est le vieux monde qui s'écroule, écrasé par l'eschatologie sioniste, le vieux monde qui est drogué par les mensonges occidentaux. Mais si vous voulez continuer à croire ce monde, faites-le. Ce sont des fake news, hein, Madame Charlotte. Ce sont des fake news. Je vais y arriver. Ce sont des fake news. Je tente de vous dire justement que l'événement factuel que vous avez à juste titre souligné, à la suite d'un développement historique, je partage ça. Vous dire qu'effectivement, il y a un renversement total. Tout le monde entier, du moins, ceux qui veulent être surpris, hein, parce que nous, on n'est pas surpris. Vous faites seulement d'oublier, ça fait combien d'années ici que j'annonce la chute de ce pays, de cet État terroriste? Ça fait combien d'années? Nous, on n'est pas surpris. Parce que du point de vue de l'analyse, si on se limite à la factualité militaire et à la propagande du lobby militaro-industriel, dont Israël est un levier majeur, bien évidemment. Évidemment. Mais si on s'appuie sur les lois fondamentales de l'existence, sur les lois comment on appelle ça, imparables de l'histoire de l'humanité, on sait que les jours du système israélien sont comptés. On le fait. On n'est pas surpris. Aussi longtemps, tout appris, aussi longtemps qu'on n'a pas une vision raciste des peuples, mais on le conçoit par un monde où vous avez des peuples opprimés depuis des siècles qui en retour ne vont pas développer le génie pour se libérer. C'est inconcevable. Et l'Iran est en train de le démontrer. L'Iran est en train de le démontrer. Donc, on est surpris, le monde est surpris, Donald Trump lui-même est surpris, tout le monde est surpris, mais c'est eux qui sont surpris. Mais pour nous, Madame Charlotte, il n'y a pas de surprise. Donc, si on veut analyser les pertes, il faut tenir compte de cette perspective que vous dites là. Donc, en réalité, si on tue même, si on décapite même le commandement iranien, supposons, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est qu'on le traduit de dôme de fer. Ce qui est anormal, c'est qu'il n'y a plus de vie en Israël. Ce qui est anormal, c'est que les sites stratégiques d'Israël sont frappés tous les jours. On dit on va frapper, on frappe. Oui, Madame Charlotte, ce qui est anormal, c'est que les hauts gradés israéliens sont déjà touchés, on les frappe. C'est ça qui est anormal. C'est ça la surprise. Donc l'Iran, là,
L'Iran a changé le monde. L'Iran est en train de changer le monde. Vous bien comprendre la logique, plutôt moi je reprends votre logique à fond. Le président Donald Trump a fait une sortie où il interpellait les habitants de Téhéran de libérer immédiatement la capitale. Est-ce que on ne s'attend pas à une riposte collective de tous les alliés d'Israël ici? Vous parlez de qui? Le président des États-Unis, Donald Trump. Il a une position. Le demain va changer. Vous ne pouvez pas le suivre. Il est perdu. Il est perdu parce que, manifestement, on sent bien qu'il ne contrôle pas la situation. Parce que c'est l'état profond qui est à l'œuvre là. Là, il est clair que Donald Trump ne contrôle pas cette situation. Vous n'avez qu'à voir ses positions de la nuit du 12 au 13, et voir ses positions aujourd'hui. Il y a une telle évolution qui montre qu'en moins de 3 jours, il a dit 1000 choses et son contraire. Au point où on se demande même si on va vite, on te pose des questions sur son état de santé mentale, Donald Trump. Pour des questions. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut convoquer. Alors, les Iraniens vont quitter leur capitale pour aller où? À Mar-a-Lago, certainement. Ils vont aller où? C'est caché parce que des frappes. Non, c'est pas de quoi il parle, non, mais l'Iran a des alliés. Hein. L'Iran a des alliés et ils se sont déjà manifestés. Hein. Dans la préparation des alliés israéliens, la Turquie. Non, l'Iran. Non, Israël a quel allié? On connaît. Israël, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, etc. Mais on ne peut pas minimiser le matériel militaire qu'ils possèdent. Qui minimise le peuple élu? Le seul État que Dieu connaît sur la terre. Qui les minimise? Je vous dis que l'événement, c'est l'Iran qui nous surprend tous. Ce n'est pas l'Iran qui nous surprend tous. Nous, on savait qu'en 2 jours, l'affaire est réglée. D'après la propagande habituelle. On savait ça, que non, Netanyahou, là, comme il est, c'est pas un être humain. Ça, maintenant, c'est clair. On savait que comme il frappe là, parce que depuis qu'il frappe, il a augmenté par le Hezbollah, il a fini là, il frappe partout avec succès. Mais on savait que non, c'est la suite. Hein? Et tous les petits judéo-chrétiens intégristes sautaient que Jésus est en train de revenir. Et ils sautaient que non, parce que Israël est tellement puissant que l'événement, c'est la riposte de l'Iran. Non, je le répète, c'est important, c'est ça l'événement. Il y a un renversement de perspective qui surprend tous ceux qui étaient drogués à la propagande occidentale et israélienne. Les gens n'en reviennent pas. Donc, Donald Trump peut donc lui aussi être dans ses rêves pro-sionistes et dit que bon, il se réveille, il rêve en plein jour, dit aux Iraniens de quitter leur pays. Pour aller où? Président Bonakani, à vous entendre, nous voulons, on semble remarquer que vous annoncez ici la fin de quelque chose dans la région du Moyen-Orient. Quelles sont les évolutions géopolitiques, géostratégiques qui seront d'ici là remarquables dans cette zone-là? Non, avant d'y arriver, Madame Charlotte, ce qui se passe là, nous l'annonçons depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'annonce. Mais on se lève un matin pour le faire. Ce sont des... Quand on connaît la sauvagerie, la barbarie de ces gens, ce n'est pas un jeu. On nous l'annonce, nous l'annonçons. En nous appuyant sur les lois fatales de l'histoire. En nous appuyant sur les principes spirituels et religieux les plus implacables. L'humanité n'est pas née aujourd'hui. L'humanité n'est pas commencée avec l'avènement de l'État d'Israël, bon sang. L'humanité est assez vieille, on a vu beaucoup de choses au passé. Quand on n'était pas là, on lit, on fait des recherches, on voit. Donc c'est fort de l'expérience de l'histoire et de la vie humaine que nous avons annoncé ça. Les chamboulements géopolitiques sont devant nous, mais ce n'est pas dans le sens qu'on croit. Parce que je vous dis, regardez le comportement du président américain. Vous dites qu'il demande aux Iraniens de quitter leur capitale. Mais c'est le même qui dit qu'il faut que Poutine fasse la médiation. C'est le même qui vous dit qu'un accord est prêt d'être signé. C'est le même, hein? C'est le même. Mais c'est un fou. Vous avez peur du mot. Il fait comme un fou. Il fait comme un fou. Donc c'est le même. Vous voyez comment quelqu'un peut dire 4 choses là et à moins d'une heure et avant la tombée de la nuit, il dit 4 autres choses contraires. Monsieur le Président, il n'est pas fiable. Attendez, j'arrive. Si vous voulez, si on veut suivre l'évolution des parrains d'Israël, ce n'est pas de l'atome qu'il faut suivre. D'abord, son mouvement a éclaté en deux. Il doit gérer ça. Hein. Vous savez, MAGA est divisé en deux. Les pro-sionistes et les anti-sionistes. Il doit gérer ça.
N'oubliez pas qu'il y a un électorat d'intégristes judéo-chrétiens, c'est de que je parle tout à l'heure, qui finance les conquêtes coloniales de colons israéliens dans le territoire palestinien. Ils financent. Et ils sont des plus grands, en plus, un des plus grands financiers de Donald Trump et une des sœurs. L'un des maillons forts de sa base électorale. Donc il faut comprendre les positions de Donald Trump. Il est tiraillé, mais il va même se déchirer en deux. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Donc il faut voir les positions de la Chine, les positions de la Russie, des différents camps. Regardez M. Macron, en moins de 2 jours. Le vaurien a évolué. Hein. Le vaurien a évolué en moins de 2 jours. Il faut voir là-bas. Il faut voir comment, il faut voir le comportement. M. Mex, hein, la jubilation des premières heures. Mais a laissé le pas à l'inquiétude, à une inquiétude très sérieuse de la part des parrains d'Israël. Donc je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut insister en termes d'analyse, pas sur les tribulations de M. Donald Trump. Parlons donc des inquiétudes. Mais pour revenir, elle a oublié tout à l'heure. Parlant de fake news, je vous ai parlé de fake news, c'est important. Un État qui a pour principe de base le mensonge. C'est-à-dire le mensonge même au sens spirituel du mot. Vous accordez de quel État? Israël, vous lui accordez la moindre importance. Quel est le dirigeant d'Israël qui a dit la vérité un seul jour de sa vie depuis que cet État existe? Je dis, j'insiste, quel est le dirigeant d'Israël, tous vos confondus, qui a déjà dit une seule parole de vérité depuis que l'État existe? Vous parlez de quoi? Quel prétexte? Il n'y a pas de programme militaire nucléaire iranien. Ça n'existe pas, madame Dengele. C'est un fake news. Il y a un programme nucléaire civil. Il n'y a pas de programme militaire nucléaire israélien. Ça n'existe pas. Et ce sont les rapports américains même qui le disent. Ce sont les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui le disent. Et tous les observateurs extérieurs le savent. Les observateurs sérieux le savent. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est qu'un grotesque prétexte. Un gros prétexte qu'il a pris. Et comment expliquer leur résistance à Israël dans cette guerre? Mais c'est une résistance militaire classique, normale. Mais attendez. Est-ce que ça ne cache pas des armes peu connues ou alors inconnues jusqu'ici? Mais pourquoi voulez-vous que l'Iran expose ses armes? Le problème international de l'Iran, c'est le soupçon permanent qu'il puisse acquérir l'arme nucléaire et de ce fait mettre en péril Israël d'après la logique sioniste et occidentale. Voilà le problème, c'est l'accord de 2015. Je vous dis que toutes les conditions de cet accord, tout ce qui a été imposé à l'Iran, l'Iran l'a respecté, Madame Charlotte Dengele. L'Iran, il n'y a rien à reprocher. Mais allez voir les rapports de cette institution. Tous les rapports le demandent. C'est M. Donald Trump qui a voulu foutre le désordre. Dès qu'il est arrivé à son premier mandat, il s'est retiré de l'accord. Donald Trump. En se retirant de l'accord, il a sanctionné l'Iran. Lui demandant d'arrêter son programme d'enrichissement nucléaire. Mais ce qui est impossible, on ne peut pas. C'est des gros investissements. Mais l'Iran s'est soumis à tous les contrôles. Président Makani, attendez. Vous détruisez cet argument du président Netanyahou qui a donné l'occasion à cette attaque que subit l'Iran. Si vous dites que ce n'est pas vrai, sur quelle base alors Israël se met pour attaquer un pays sans raison aucune? Il n'a jamais eu de base pour attaquer le pays. On a d'abord créé l'État là sur la base de quoi? Je suis en train de vous dire qu'il est né. Vous avez affaire au mensonge, c'est-à-dire le mensonge dans ce qu'il a d'essentiel. Israël d'abord né sur la base de quoi? Il est né sur la base d'un crime absolu. Un mensonge absolu. Les gens créent un problème juif, ils ne veulent pas le régler. Pour le régler, ils déportent le problème ailleurs. Là, on n'a pas de problème juif en Palestine. Le problème juif, il est créé par les Occidentaux qui, d'après leurs affaires là-bas, on ne connaît pas ça, maltraitent les Juifs à travers le pogrom, etc. Il y a eu plusieurs vagues de pogrom à l'Occident. Les Palestiniens n'y sont pour rien, ils ont toujours accueilli les Juifs, au contraire.
Quand les Juifs sont maltraités en Europe, les Palestiniens les accueillent, Madame Charlotte, comme des frères. Voilà la vérité historique. Les Occidentaux, fous comme ils sont, c'est leur essence. C'est-à-dire détruire, égorger, voler. Je répète, détruire, égorger, voler. Tel est l'essence de l'Occident. Il n'y en a pas d'autre. Vous me demandez pourquoi. Mais comment quelqu'un qui a pour essence voler, tuer, égorger, vous voulez qu'il fasse autre chose que ça? Vous êtes en train de décrire les qualités de Satan. Oui, mais si vous voulez. Mais je vois ce qu'ils font. L'Iran, Satan, Israël, petit Satan. Satan, vous prenez à votre compte ce nom-là? Satan, c'est un mythe du point de vue de la raison humaine. Du point de vue de la raison. Je ne sais pas du point de vue de la foi. Hein. Du point de vue de la raison, c'est un mythe. Mais maintenant, quand on voit le mythe, on le rapporte aux faits historiques, on est surpris par le fait que ce qui est dit du mythe, et c'est pas nous qui l'avons écrit ce mythe-là, hein, en passant. C'est honteux eux-mêmes. Leur mythe explique ces qualités-là. Et étrangement, ce sont les qualités de leur civilisation. Et Israël en est l'expression suprême. Il en est l'expression suprême. Donc, cet État est né sur... Les Palestiniens appellent ça la Nakba. La catastrophe. Ils ont raison. Ils ont raison. Donc, M. Netanyahou propage des fake news, Mme Charlotte Django. Je vais insister là-dessus. Je vous vois vous impatienter, mon cher. Je vais patienter un peu. Allez-y, monsieur le président. Je vais insister dessus parce que je veux faire un parallèle avec le 7 octobre 2023, il y a 2 ans. Ce qui est en train de justifier le génocide. Une honte pour l'humanité qu'on vit à Gaza. Même chose. Il se lève un matin, il y a un événement. Et Netanyahou soit dit que voici la vérité unique. On ne parle plus. C'est-à-dire que tout est toujours déjà bien arrangé. Comment on dit ça? C'est-à-dire les conducteurs dans les médias sont déjà prêts. C'est incroyable. Un discours. Non, le Hamas, c'est un génocide. On a massacré les Israéliens. On a fait ceci. On a violé les enfants. Déclaration unilatérale de l'État d'Israël. Sans aucune preuve. Il n'y a pas. Je dis, c'est-à-dire que ce que l'État d'Israël dit est vrai. C'est sur cette base qu'on a fait des génocides à Gaza. Nous savons aujourd'hui que c'était une autre fake news. Dis-moi bien. C'était une autre fake news. On le sait aujourd'hui. Bon, regardez donc. Même chose avec l'Iran. Et tout à l'heure, quand vous allez convoquer la politique américaine des États-Unis avec l'Iran, vous allez comprendre que c'est comme un professeur d'université qui répète les mêmes cours sur 20 ans. C'est-à-dire, il a écrit un cours, il a fait un enseignement, il a des bords. C'est-à-dire, vous voyez les bords. Il vient seulement, il récite. Le bord là est là. Il y a un Vademekoum qui est là. Concernant la politique américaine à l'égard de l'Iran. Netanyahou n'en est qu'un exécutant. On cherche des prétextes. C'est grave. Je vous dis que l'Iran n'a violé, il n'a rien violé dans les accords nucléaires. Rien. L'Iran a tout respecté. Ce sont les Occidentaux, comme ils ont fait avec la Russie dans le dossier ukrainien, ils n'ont respecté aucun de leurs engagements vis-à-vis de l'Iran. L'Iran a décidé, je crois, de se retirer de certaines clauses de l'accord. Comment moi je passe ma vie à respecter un accord? Vous ne respectez rien. Madame Chalot, je voulais vous rappeler que le traité de non-prolifération reconnaît que l'accès à l'énergie nucléaire est un droit souverain des États à usage civil. C'est un droit souverain des États. Donc, si l'Iran enrichit l'uranium, il n'a violé aucune loi internationale. Au contraire. Et quand on parle de l'énergie nucléaire civile, vous avez l'énergie civile, vous avez même le nucléaire commercial. C'est-à-dire que l'Iran a le droit d'enrichir le combustible nucléaire et de vendre ça sous forme de certains produits. L'Iran le faisait normalement. Donald Trump arrive, il quitte l'accord. Il dit que lui, il n'est pas lié par cet accord. Il sanctionne l'Iran. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, il interdit à l'Iran donc de continuer à commercialiser les produits qui viennent de l'enrichissement du nucléaire, version civile et commerciale. Madame Djengele. Les rapports américains disent que depuis 2003, et même après, l'Iran a renoncé à tout projet d'acquisition du nucléaire militaire. C'est connu. Je vous donne le nom des rapports, je les ai là. Je les ai là. Donc, c'est connu. Israël le sait.
La France le sait, l'Allemagne, l'Angleterre, ils savent tout ça. L'ONU connaît tout ça. Donc, on bloque, donc, on interdit à l'Iran de commercialiser les produits issus de l'enrichissement de l'uranium parce que Donald Trump est venu pro-sioniste et quitte l'accord pour rien. Or, au lieu que les Occidentaux, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Union européenne, l'ONU disent que bon, comme toi tu as quitté de manière unilatérale, l'Iran n'a posé aucun acte qui soit de nature à justifier ton comportement, nous n'appliquons pas l'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Donald Trump, qu'ils aiment bien. Mais c'est-à-dire, ils le critiquent, mais ils l'ont suivi. Donc l'Iran se retrouve injustement, madame, sanctionné. Il ne peut pas arrêter l'enregistrement nucléaire parce que ça demande beaucoup d'argent. Il a commencé à stocker. Puis ça ne les vend plus. Netanyahou, le criminel, le fils du diable, il décide, ce monsieur, donc, c'est ce stock-là qu'on lui l'appelle donc arme nucléaire militaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus perfide que ça? C'est ça qu'il appelle le nucléaire. Et c'est ça, il prend son prétexte là pour attaquer l'Iran. Non, en fait, c'est un faux prétexte. C'est que la politique là, tous les présidents américains ont été confrontés à cette politique secrète de sécurité américaine qui consiste toujours à s'assurer que l'Iran est sous contrôle absolu des États-Unis via Israël dans le cadre de leur grand équilibre du Moyen-Orient, c'est-à-dire le contrôle absolu des États-Unis dans le Moyen-Orient. Mais entre-temps, les choses ont changé. L'Iran a beaucoup travaillé depuis des années. L'Iran a travaillé, ses ingénieurs travaillent. Aujourd'hui, les statistiques sont claires, Madame Charlotte. Ils ont les meilleurs ingénieurs, hein, mais ça, vous ne le savez pas. Ils ont les meilleurs ingénieurs dans la sous-région. Les plus grands informaticiens, ce sont les Iraniens. Ils sont brillants, ils ont travaillé. Ils se sont préparés, n'est-ce pas, ils ont configuré leur fonctionnement, leur stratégie, leur tactique à cette donne-là. C'est ça qu'on a dû le voir aujourd'hui. Donc, c'est un fake news. Il n'a aucun prétexte. L'Iran est attaqué dans sa souveraineté. Et tous ceux qui sont attachés à la justice et au principe de souveraineté des nations ne peuvent que soutenir l'Iran. Monsieur le Président, tout à l'heure dans votre développement, vous parliez de l'instabilité de la position américaine sur cette question. Les différentes déclarations de M. Donald Trump. Cet homme, il est instable, mais la position américaine, elle est constante. Bien évidemment. Monsieur le Président, nous aimerions comprendre. Est-ce que cette attaque que l'État d'Israël a perpétrée contre l'État iranien est une erreur stratégique? Au regard, vous avez cité bien les accords qui engageaient l'État iranien avec l'AEA sur la non-prolifération nucléaire. Et nous nous rendons compte aussi que l'État d'Israël, qui faisait partie des négociations, concernant cette question, il y a un blackout. C'est-à-dire, du côté d'Israël, il peut développer son arsenal nucléaire sans que l'AEA ne vérifie ses stocks, ne vérifie le niveau d'enrichissement. Mais quand c'est le cas de l'Iran, nous voyons tout un chorus pour l'empêcher d'obtenir du nucléaire à des buts militaires. Monsieur le Président, cette attaque donc de l'État d'Israël, est-ce que c'est une erreur stratégique au regard des résultats que nous voyons? Le dôme de fer, c'est-à-dire cette armature sécuritaire qui a été longtemps vantée dans les nations comme la suprématie de l'État d'Israël est jetée en pâture. Et l'État d'Israël se retrouvait donc humilié dans tous les médias du monde. Comment comprendre cette erreur stratégique? Non, mais ce n'est que les faits d'une politique. L'erreur, s'il y a, c'est l'idée même de l'État d'Israël tel qu'il a été conçu et mise en œuvre. Je répète, l'erreur, s'il y a l'erreur même, c'est ça. Le reste sont des conséquences, sont des effets. L'erreur majeure, c'est l'idée d'Israël telle que les sionistes l'ont conçue, l'ont imposée au peuple juif et l'ont imposée au monde. C'est ça l'erreur. Cette erreur-là, c'est la création de cet État en 1948 dans les conditions dans lesquelles il est né. Il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable. Vous ne voyez pas seulement les effets. Tous les analystes sérieux considèrent que c'est un accident de l'histoire, qu'à tout moment, ça va s'arrêter. Sinon, ça veut dire que les lois réelles, M. Djiboula-Mousso, de la vie des hommes, de la vie de l'histoire, les lois de l'histoire sont fausses. Or, ces lois nous enseignent que
quand on érige l'injustice en système, ça peut marcher un temps, mais ça ne peut pas marcher toujours, ça finit par tomber. Les empires émergent, tombent. Une puissance, quand elle a émergé, le jour où elle croit qu'elle est stable, sa chute a commencé. Donc, le principe, l'État d'Israël est né dans une injustice absolue et intolérable. Il est condamné. Le reste, c'est la fuite à l'avant. Maintenant, pour être plus près de votre question, mais la conséquence. Le ciel de Tel Aviv et de Jérusalem a été submergé des missiles balistiques. Et nous voyons même, au regard des informations qui nous parviennent, que des drones intelligents ont été utilisés. Et pratiquement, le commandement militaire israélien est dans la panique et dans la psychose. Comment donc comprendre? Est-ce que cette terreur stratégique de l'État d'Israël venait en fait révéler au monde que ce qu'on a vanté, c'est-à-dire ce mythe de l'invincibilité, en fait, n'est qu'une chimère? Mais c'est ça, mais ce n'est qu'une chimère. Elle peut... comme... Il y a des bulles qui durent, hein. Même à l'économie, il y a des bulles qui durent, mais ça finit toujours comme la bulle. Ça éclate, ça explose. Vous avez une bulle historique qu'on a fabriquée, qu'on pompe tous les jours par le sang des innocents, par toutes sortes d'escroqueries, par la violation flagrante du droit international, de la souveraineté des nations, etc., par toutes sortes de crimes. Mais plus on la gonfle, plus elle est faible. Donc elle est en train d'exploser. Le rôle stratégique est inévitable, parce que la création de l'État d'Israël va générer des stratégies de guerre, des stratégies géopolitiques et géostratégiques, des logiques géostratégiques et géopolitiques qui ont conduit à tout ce qu'on vit là. Parce qu'il est fondé justement sur un faux mythe. Le mythe que le génie technologique va tuer la résistance des peuples opprimés, qu'on va enlever dans la tête des peuples opprimés l'idée de la résistance, parce qu'on fabrique des gadgets, on crée des dômes de fer, on raconte qu'on est le peuple élu, et tous les jours on compose les mythes bibliques interprétés à outrance, de manière unilatérale, à la manière sioniste. On croit que, bon, comme dans l'Amérique avec soi, on serait invincible, puisque ce sont les deux frères jumeaux. L'autre a la destinée manifeste, l'autre le peuple élu. Donc, dans une espèce de consanguinité eschatologique qui leur est propre, c'est ce que j'ai appelé le sionisme judéo-chrétien. Ils considèrent que Dieu est avec eux, l'histoire est avec eux, ils sont même l'histoire, ils sont Dieu. Ils sont la loi, ils sont le droit. Le roi, il est là. Ça s'applique littéralement dans ce qu'on est en train de voir simplement. C'est de croire que les Iraniens ne sont pas des êtres humains. C'est-à-dire qu'on considère que les Palestiniens, les Iraniens, tous les peuples de la sous-région qui ne sont pas des Juifs, ne sont pas des êtres humains. Donc ils sont inférieurs par essence. Et ils sont donc inférieurs, comment on dit, éternellement. Ça, l'idée là est, mais c'est même ça le sionisme. C'est même ça l'occidentalisme. Donc, quand les deux se rencontrent, ça crée ce cocktail explosif qu'on est en train de vivre là, mais condamné à mourir. Donc, le fait qu'il est là. Donc, je vous dis que l'Iran, les gens jouent avec l'Iran, même du point de vue de l'histoire, même du point de vue des mythes bibliques, la Bible. Mais il faut un Netanyahou pour s'amuser avec l'État d'Iran, avec la Perse. Mais Israël, si elle croit à son Dieu, mais ceux qui est l'Iran, ils savent. Ils connaissent la dette qu'ils ont vis-à-vis de ce peuple-là. Ils connaissent les relations historiques qui les lient à l'Iran. Donc, vous ne pouvez pas qualifier d'inférieur un peuple qui, dans l'histoire, vous a aidé, a été utilisé par votre Dieu même pour vous restaurer à un moment donné de votre histoire. Il y a un problème. Ça, c'est Netanyahou et sa bande. Ce sont des malades mentaux. Il y a un problème. Donc, l'Iran est conscient des menaces qui pèsent sur son existence. Ce sont des menaces existentielles. C'est parce que la propagande occidentalo-sioniste veut nous amener à croire que le seul peuple menacé là-bas de disparition, c'est Israël. C'est faux. Qui menace Israël? Qui menace Israël? Personne ne menace Israël. Israël se menace elle-même. Et les gens n'ont pas à payer les conséquences
de la folie consistante à créer un État sur ces bases-là. Ni les peuples du Moyen-Orient, ni le monde. On n'a pas payé le prix là pour ça. Nous n'avons pas demandé aux Américains, aux Anglais et consorts de s'asseoir, nous inventer une histoire comme ça en 1948, dans les conditions que l'on sait. Que les Juifs aient droit à une terre, il n'y a pas de débat là-dessus. Qu'ils aient droit à un État, pas de débat là-dessus, mais pas dans les conditions qui ont prévalu à l'avènement de l'État sioniste. Les conséquences, ce sont leurs problèmes. Mais ils nous font croire que Israël, l'État d'Israël, est le plus menacé de la sous-région. C'est faux. C'est faux. Sur ces propos, président. Attendez, je vous en prie. C'est totalement faux. Dans cet ceux qui sont menacés, ceux qui sont menacés, ce sont les peuples qui étaient là avant l'avènement de l'État sioniste. Et deuxièmement, ceux qui sont menacés, ce sont les États qui n'acceptent pas, à juste titre, l'avènement d'un tel État dans les conditions que l'on connaît, avec les conséquences géopolitiques, géostratégiques qui vont avec, c'est-à-dire l'anéantissement de la Syrie, de l'Irak, du Liban, de l'Iran, de tous les pays qui est dans la sous-région. Oui. Attendez, tous les stratèges savaient que la conséquence de l'avènement de l'État d'Israël, ça va être ça. Mais attendez, vous ne créez pas les problèmes et vous êtes les premiers à crier partout. Donc, l'Iran, de par son histoire, de par son potentiel historique, est en capacité de faire ce que nous voit là, et ils n'accepteront pas de disparaître. Les Palestiniens n'accepteront pas de disparaître. Vous rêvez. Et ils auront le soutien des gens comme nous. Ils auront le soutien de tous ceux qui sur cette terre sont épris de justice. Ils auront le soutien du vrai Dieu, qui n'est pas l'ami de l'injustice, indépendamment de ce que pensent les judéo-chrétiens. Ils auront le soutien. Vous pensez que quand vous voyez tout ça, vous êtes surpris que ça produise des mystiques que personne n'a encore vu? Vous êtes surpris de voir que les hommes de fer ne vaut rien? Vous êtes surpris de voir que les Israéliens ne sont rien d'autre que des hommes comme vous? Du moins, cet État-là, un État parfaitement voyou, il subira le sort de tous les États voyous. C'est vous qui êtes surpris. Lisez la perspective historique, lisez l'histoire. Mais ça n'a pas commencé encore. Je dis, ça n'a pas commencé encore. Monsieur le Président, on est qu'au début. Hein. Revenons donc. Et vous savez, les parrains d'Israël à l'heure actuelle, vous savez, ça aurait été il y a 20 ans. Vous savez, c'est plus longtemps qu'Israël tue les Palestiniens, l'État d'Israël, qui massacre là-bas tous les jours. Mais l'avion a changé. Alors l'avion a changé, je vous dis, les parrains d'Israël savent qu'ils n'ont plus le contrôle du monde. Monsieur le Président, revenons donc sur l'évolution du conflit en lui-même. De manière plus précise, nous voyons qu'à la suite de la riposte iranienne, il y a une forme d'alliance qui est en train de se constituer. Nous avons des informations qui font état de ce que des cargos ont quitté la Russie et la Chine en direction de Téhéran pour lui apporter du soutien militaire, notamment des batteries antimissiles, des drones, des missiles balistiques. Monsieur le Président, nous voyons une forme d'escalade qui est en train de se consolider. Qu'est-ce que vous appelez escalade? C'est-à-dire la montée des tensions. Il ne faut pas utiliser les mots. Non, je m'excuse. Il ne faut pas utiliser les mots quand vous apprêtez. Ça veut dire quoi, escalade? Il y a un génocide à Gaza, ce n'est pas l'escalade à Gaza. Vous voulez imiter Macron? Des criminels comme ça? C'est quoi l'escalade? Écoutez, mais soit. Ça peut dégénérer sur une forme de troisième guerre mondiale. Et puis quoi? Le monde a connu deux guerres, il n'a pas disparu. Mais attends, il faut arrêter ça. Ça, c'est le chantage, monsieur. Nous sommes sous le coup du chantage permanent de l'État sioniste et ses parrains occidentaux. C'est-à-dire que soyez esclaves d'Israël et soyez en paix. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais écoutez, vous appelez escalade. Ça veut dire quoi? Il faut éviter les mots comme ça. Moi, je ne vois pas d'escalade. L'Iran se défend. Voilà. Et les gens auront à se prononcer. Ceux qui pensent qu'on peut continuer à accepter l'esclavage eschatologique, l'esclavage géopolitique, l'esclavage économique, sous couvert du droit d'Israël à se défendre des bêtises comme ça. Alors, soit on accepte ça, et alors, on parle d'escalade, soit on dit non, que les peuples résistent.
Président Malakani, Attendez, je vous en prie, je termine. Le monde existe, je vous en prie. Les Iraniens résistent, mais qu'est-ce que vous voulez même? Que l'Iran s'asseye et dise, bon, et commence à pleurnicher. Vous aurez été les premiers à vous moquer des Iraniens. Mais on attaque la souveraineté d'un pays qui n'a rien fait. On menace de tuer son principal dirigeant, le guide suprême. On assassine pratiquement tout son commandement stratégique. Et vous demandez quoi? Vous parlez d'escalade? Quand Israël a attaqué, Trump était au courant, Macron était au courant, tous étaient au courant, tous sont complotés avec Israël. Ils leur ont donné les armes, ils font tout ça ensemble. Mais quand l'Iran va riposter, on dit escalade. Il faut enlever les mots comme ça ici. Il faut enlever les mots comme ça ici. Il n'y a pas question. Parlez même pas de choses comme ça ici. L'Iran est dans son droit, il se défend. Tous ceux qui sont épris de justice doivent soutenir l'Iran. Le LNP apporte son soutien total à l'Iran. Président Malakani, récemment, au cours des évolutions que constitue ce conflit, le président turc s'est entretenu avec le premier ministre irakien et il interpellait celui-ci de ne pas mêler l'Irak à ce conflit. Est-ce que c'est dans les enjeux qui entourent ce conflit entre Israël et l'Iran, il y a des enjeux syriens? Il était au compte d'accuser l'Irak. Il était au camp Israël et ses parents américains d'accuser l'Irak. Je n'ai pas vu le truc du envers ce monsieur-là. Comme on dit au quartier, il parle pour lui. Quelqu'un dirait, c'est sa part là-bas. Il parle certainement pour les intérêts. Mais il est membre de l'OTAN. Il est membre de l'OTAN. Il allait bien détruire la Syrie avec Israël, non? C'est Erdogan. Pour placer qui à la tête de la Syrie? Un autre petit esclave des sionistes. Non, mais écoutez, il y a des voix qui ne sont pas crédibles dans ce dossier. Ils ne sont pas crédibles. Il n'est pas crédible. Il parle de quel Irak? L'Irak, aujourd'hui, est détruit par les États-Unis. Pour qui? Pour Israël. Et vous pensez que les Irakiens, s'ils trouvent que là, c'est une opportunité pour le mettre le dossier sur la table, ils vont rater? Qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, ils ont l'autre appui. Monsieur le Président, revenons même sur l'accord nucléaire qui lie l'Iran à l'AIEA, bref, tous ces pays qui ont participé aux négociations. Monsieur le Président, vous avez parlé là des buts visés par l'État iranien, c'est-à-dire obtenir le nucléaire pour des raisons civiles. Mais Monsieur le Président, même si c'est pour les questions militaires, pourquoi ce droit qui est accordé à d'autres pays dans le monde? Parce que si on prend le cas des États-Unis, de la France, de la Russie, la Chine, la Corée du Nord, beaucoup de pays dans le monde ont l'arme nucléaire. Pourquoi l'Iran ne peut pas également avoir ce droit? Si on se fonde sur la Charte des Nations Unies qui consacre l'égalité et la souveraineté de toutes les nations du monde. Ah, vous commencez à... Voilà, vous commencez à voir la réalité des choses, hein? La géopolitique sioniste. Vous savez, d'abord, l'origine de cette arme-là, sa découverte et le cycle géopolitique qu'elle a ouverte, consacrant et scellant la domination de l'Occident sur le reste du monde. Si on veut parler de ça, on va ouvrir des perspectives métaphysiques, spirituelles très profondes, c'est pas le lieu ici. Mais je peux vous dire une chose, vous constatez une chose. C'est le monopole de quelques pays, en fait c'est le monopole de l'Occident, et dans la qui il veut. L'arme nucléaire est le monopole de l'Occident et dans laquelle il veut. Mais c'est un monopole qui a consacré sa domination. Bon, sauf que Dieu étant ce qu'il est, ça leur échappe maintenant. Ils n'ont plus le monopole de la technologie nucléaire. Alors, c'est la question essentielle de la géopolitique mondiale que vous avez posée là. C'est-à-dire, d'abord, ce traité de non-prolifération, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? D'abord, c'est une bande d'escrocs, c'est une bande d'espions qui travaillent pour Israël. Ils espionnent, ils donnent des informations stratégiques à Israël. Les scientifiques iraniens qui ont été tués, c'est parce que, vous appelez ça quoi? Là, quoi? L'AIEA, l'agence ce truc international là, ce truc-là a ramassé l'information et elle a donné à Israël. C'est vrai pour l'arme atomique, c'est même vrai pour les armes chimiques. Vous avez vu le rôle que l'institution internationale qui est censée lutter contre la prolifération des armes chimiques a joué sur ça.
Ils ont trafiqué les données et tout pour justifier l'intervention militaire occidentale en Syrie. Donc, ces agences internationales n'ont aucune crédibilité en la matière. Ce sont des instituts, des appendices de la géopolitique occidentale en général et de l'État sioniste en particulier. Les faits sont clairs, c'est établi. Donc, vous posez la question fondamentale de la géopolitique mondiale. Moi aussi, je me la pose depuis. Pourquoi l'Iran n'a pas le droit à l'arme atomique? Pourquoi? Pour protéger l'État sioniste. Puisqu'on considère que si l'Iran a l'arme atomique, il va détruire Israël. Comme Israël est très civilisé, depuis qu'elle a l'arme atomique, elle n'a pas encore détruit l'Iran parce qu'elle est assez civilisée. Donc, si l'Iran a l'arme atomique, il va détruire l'Iran. Et c'est incroyable. Donc, c'est l'occasion pour nous de réclamer le droit pour l'Iran d'accéder à l'arme atomique militaire. Président Bandakani, nous sommes en train de parler... Mais attendez, est-ce qu'on comprend ça? Ce n'est pas une question à balayer comme ça. Pourquoi l'Iran n'a pas droit à l'arme atomique? Pourquoi? Il n'y a pas de raison pourquoi. Parce que longtemps, c'est clair. Cette question de l'arme atomique, qui normalement est une arme de dissuasion, quand on regarde les pays qui l'ont. Jamais, si on prend pour référence les 2 guerres mondiales, après, il n'y a pas de pays qui a utilisé l'arme atomique pour écraser son ennemi. C'est pourquoi on veut à tout prix empêcher l'Iran d'obtenir cette arme. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une géopolitique fabriquée à dessein pour atteindre un plan. Le plan est très profond. C'est-à-dire, Israël a droit à l'arme atomique sur la base d'un problème qu'ils ont créé eux-mêmes. La sécurité d'un État qui ne devait pas être là où il est, on l'a imposé. Après, on nous dit, maintenant on l'a imposé, il faut le sécuriser. Ça devient le problème de toute l'humanité. Hein. Chacun chez lui, même l'enfant qui naît là aujourd'hui, doit naître avec l'idée qu'il faut qu'il protège Israël. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Et du coup, donc, on crée maintenant l'autre jeu pour le cas. Non. Hein? La non-prolifération nucléaire, c'est surtout que l'Iran ne doit pas avoir accès à l'arme nucléaire militaire. Et Macron a dit l'autre jour, pour que vous compreniez comment ça résonne, hein, on ne conçoit pas un monde où l'Iran a l'arme nucléaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. On ne conçoit pas un monde où l'Iran a l'arme nucléaire. Vous croyez que l'Iran va se laisser écraser? L'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires. Et les peuples épris de justice, les nations épris de justice vont apporter leur soutien à l'Iran. Si ce n'est pas fait, le vrai Dieu de la justice va apporter son soutien à l'Iran. C'est comme ça. On doit aller où comme ça? C'est du n'importe quoi. Donc, c'est ça la géopolitique mondiale. C'est la figure totémique d'Israël qui apparaît là, comme totem de la géopolitique mondiale. Tout s'arrête avec Israël. Tout commence avec Israël. Tout s'arrête avec Israël. C'est le problème. Est-ce que nous acceptons ça? Est-ce qu'on accepte que la sécurité d'Israël est le problème fondamental de l'humanité? Est-ce que nous admettons que le droit international se limite à la protection d'Israël? Les débats sont clairs. Voilà pourquoi j'ai estimé que ce n'est pas l'Iran seulement qu'on a attaqué. Voilà pourquoi depuis qu'il y a les affaires de Gaza, nous, en LMP, j'ai dit que j'étais palestinien. On m'a demandé, mais président, occupe-toi de l'Afrique, laisse ça. Je dis, voilà les panafricanistes qui parlent comme ça. Ils ne comprennent même pas que c'est le sort de l'Afrique. Ça se joue là-dedans. Nous voulons justement interroger le sort de l'Afrique. Si on peut observer cette rage que l'Occident collectif cumule contre l'Iran à se procurer de l'arme nucléaire, à quoi s'attendre certains pays d'Afrique qui autrefois étaient des fournisseurs d'uranium pour la France? Est-ce que demain, ils n'auront pas en vue un projet de conserver cet uranium-là pour se procurer aussi l'arme atomique? Comment est-ce que le climat sera? À quoi s'attendre pour ces pays-là? Mais vous allez même très loin. Les pays de l'AES, au plus fort de la lutte de la guerre contre les terroristes, voulaient accéder à certains armes, on a refusé de leur vendre. Et pourquoi on observe ce calme? Pourquoi ils ne se positionnent pas? Ils se positionnent à leur manière, ils sont dans des batailles, ils font des choix stratégiques qui démontrent leur alignement. D'accord. Voilà, et c'est clair. Ben alors, mais je vous dis, si on vous refuse d'accéder à des armes même élémentaires, mais quand les Africains voudront accéder à l'arme atomique, ils seront confondants à cette affaire. Hein. Justement, président. Vous croyez que c'est loin? Non, pas du tout. Mais c'est quand même terrible que les gens raisonnent comme ça. Quand même extraordinaire.
C'est Vous faites là le lien ben, de cette c'est pas le seul volonté lien. d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire Oui. et des autres pays qui voudront aussi Ça trace une géographie géopolitique et une perspective de l'humanité qui est effrayante. On peut faire de nous des esclaves d'Israël. Je répète, l'Israël, c'est le totem de la géopolitique mondiale. Mais regardez, bon sang, le droit d'Israël à se défendre a remplacé le droit international. Est devenu le droit international. C'est-à-dire le droit d'Israël à se défendre est devenu le droit international. Puisqu'il peut génocider à Gaza, le droit international n'existe pas. On ne lui pose pas ça. La CIG peut faire ses rapports, ses arrêts, c'est ça pour vous. Ils déchirent la charte de l'ONU à l'ONU, ils incitent tout le monde à l'ONU. On le fait quoi? Qu'est-ce qu'on le fait? Il faut comprendre cette évolution-là. C'est-à-dire que le droit international, c'est pratiquement le droit d'Israël à exister, à se défendre. La justice atomique, je dis bien la justice, c'est-à-dire le droit d'un État souverain à concevoir sa sécurité, y compris en intégrant la donne atomique, est complètement bloqué à cause de la sécurité d'Israël. Et il y a un club de copains qui se sont répartis l'arme atomique en fonction de leurs intérêts. C'est ça l'ordre mondial, monsieur. Attendez, c'est ça l'ordre mondial. C'est-à-dire, vous voyez qu'on n'en sort pas. Vous voyez, pour régler ça, vous êtes obligé de revenir sur le débat. Mais comment cet État-là est arrivé? Justement ça. Sa manière de se concevoir comme État est-elle acceptable du point de vue du droit international, du point de vue de la souveraineté des nations, du point de vue de la vérité de l'humanité telle qu'on l'envisage? Quand Netanyahou déclenche ce qu'il a appelé la réponse à l'attaque du Hamas, il dit bien ce qu'il a appelé. Allez écouter ce qu'il dit. Il nous rappelle ce que le monde doit à Israël. Il nous rappelle ça. Vous vous rappelez son discours? Sans Israël, le monde n'a pas de science. Le monde n'existe pas. Le monde n'a pas Dieu. Le monde n'a pas de science sans Israël. Le monde n'a pas de médecine. Allez lire ce discours. Et tout ça est fondé sur leur eschatologie biblique. Donc vous avez affaire à une affaire grave. C'est-à-dire que on voit bien que les horizons de l'humanité sont bloqués par un problème. Vous fuyez ça. Bon, maintenant, c'est la guerre mondiale. Mais tout le monde sera concerné, non? Bien sûr. Mais pourtant, les gens nous ont dit non, vraiment, c'est une affaire, ça ne nous regarde pas, c'est trop loin. Mais le sort de l'Afrique ce jour-là. Le sort de l'Afrique ce jour-là. Israël fait tout pour devenir membre de l'Union africaine, pourquoi? Hein? La sécurité de vos États se conçoit-elle sans Israël à des niveaux les plus élevés? Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Dans la finance, dans l'économie. Mais tout ce jour-là, le sort d'un pays comme l'Afrique du Sud. Et nous comprenons pourquoi un président comme Ramaphosa peut être en première ligne sur cette question-là. Il a au moins compris ça, c'est tant mieux. Donc, le droit de l'Iran à accéder à l'arme nucléaire est un droit inaliénable. Rien ne justifie qu'on lui empêche de le faire. Mais en fait, ce n'est qu'un prétexte. Je vous ai dit qu'il y a une politique élaborée depuis les années 50. Ça a été avec le président Kennedy, Nixon, Truman, Carter, Reagan, Obama, jusqu'à Trump, Biden. C'est la même politique. Une géopolitique du Moyen-Orient, de manière à ce que, les Américains en gardent le contrôle absolu. Et pour garder ce contrôle absolu, ça passe par la supériorité militaire d'Israël sur tous les pays du Moyen-Orient. Deuxièmement, ça passe par la réalisation, écoutez très bien, du grand Israël, avec les conséquences que ça a et avantages que ça a sur le plan géopolitique, sur le plan de la géostratégie, c'est-à-dire le contrôle des routes maritimes les plus importantes, sur le contrôle de l'accès en matières premières, etc. Et vous voyez que, quand vous voyez tout ça, mais le sort du monde ne se joue pas là-bas. Attendez, est-ce que le sort du monde n'est pas engagé là-bas? Alors, donc nous sommes concernés. Président Bandakani, actuellement, les frappes iraniennes, les ripostes iraniennes persistent. Est-ce qu'il y a ici un droit de penser qu'un équilibre de pouvoir se dessine vers un monde multipolaire? Non, un nouvel équilibre, c'est fini. On va sortir là, ce conflit, avec cet épisode-là, avec un Moyen-Orient complètement redessiné et un monde redessiné. Et ça ne peut aller que dans le sens du progrès.
C'est-à-dire que moi, écoutez, moi, comme par le monde multipolaire, ce n'est pas seulement l'apparition de plusieurs pôles. Hein. J'entends monde multipolaire, le changement qualitatif des rapports internationaux, dans le sens de moins de pression dans le monde, pour demander moins de pression dans le monde, libération des peuples opprimés, affaiblissement, pour ne pas dire effondrement des forces, des puissances réactionnaires, occidentales, émergence d'un monde multipolaire, mais sur la base, Madame Diengere, d'une charte politique, d'une charte stratégique, d'une charte morale réellement progressiste. Ce n'est pas seulement un équilibre comme ça, dans le vieux monde des rapports de force tel qu'on l'a connu avec la géopolitique classique. Non, on a besoin d'un nouveau monde. Ça veut dire que pour qu'il y ait un nouveau monde, je vais être encore un peu plus concret. Nouveau monde veut dire qu'Israël doit cesser d'être ce qu'il est là. Il ne faut pas contourner. On doit normaliser l'État là. Il faut le normaliser. C'est un État normal. Il faut qu'il redevienne normal. Vous voulez parler de l'élimination de l'État d'Israël? Ne répétez pas les mots. Je dis qu'il faut le normaliser. C'est un État anormal. Il faut le normaliser. Il soit un État comme les autres, soumis au droit, à la justice. Deuxièmement, que l'Occident reconnaisse que le monde ne commence pas avec lui, ne finira pas avec lui, qu'il n'est qu'une petite portion de l'humanité. Non l'essentiel même en plus. Ce qui suppose que, madame, il faut qu'on revoie nos chartes internationales. Il faut revoir l'ONU dans sa charte. Je ne parle pas de colorer ça, à mettre un pot de fleurs africain. Je dis bien pot de fleurs, on va dire, on a coloré le Conseil de sécurité. Comme le disent les Russes. Non. Il faut changer les chartes là. De manière à consolider la souveraineté des nations, mais aussi à établir de nouvelles relations entre les nations et les peuples. Il y a beaucoup de pouvoirs qui émergent là qu'il faut, madame, discipliner. La puissance financière. Vous trouvez normal que les marchés financiers commandent l'économie mondiale? Il a le compte à qui? On dit non, les marchés, c'est qui? On vote les marchés. C'est qui les marchés? Vous trouvez normal que le complexe pharmaceutique continue à tuer les gens à la faveur des fautes pandémiques qu'elle crée matin, midi, soir? Mais où est l'ONU là-dedans? Où est le monde là-dedans? Vous voyez quoi là-dedans? Madame, il y a la puissance des gadgets technologiques. Mais dernièrement, monsieur, l'affaire des, comment on appelait ça, les beepers, qui a permis à Israël de décapiter le Hezbollah. Alors, ça fait plaisir à certains Tintins, mais ils ne savent pas que demain, ça sera leur tour. Parce qu'à partir d'un portable, on vous élimine. Il y a des projets, c'est-à-dire que les gens veulent commander un monde, ils veulent créer un gouvernement technocratique mondial. Il y a beaucoup de dossiers, madame, sur la table. Que l'émergence d'un vrai monde multipolaire supposerait que ces dossiers-là soient pris en charge. Et en partageant avec toutes les nations. L'ONU ne sera l'ONU véritable que lorsque toutes les nations, peu importe leur poids, auront le même droit au chapitre. Le même droit au chapitre. One man, one vote. Une nation, une vote. Transformation du Conseil de sécurité. Ça ne doit plus être un club de puissance. Que ce soit un endroit vraiment. C'est concret, hein, que l'Assemblée générale prenne le dessus sur je donne un truc concret. Prenne le dessus sur le Conseil de sécurité. Parce que là-bas, c'est une nation. Là-bas, c'est pas la puissance. Ils sont ensemble. Bref, je veux dire que nous jetons seulement les bases. Mais il y a un monde à repenser en rapport avec les problèmes du monde. On peut continuer à subir. Un État se lève un matin au XXIe siècle, génocide à Gaza, on le dit, on regarde. On raconte des bêtises, doit se défendre. Il se défend contre qui? Qui l'a d'abord créé? Israël, c'est le problème du monde, l'État d'Israël. C'est le problème du monde. Tant que cet État n'est pas normalisé, il ne faut pas rêver. Personne n'aura la paix sur la terre ici. Mais leur revenu, ça va se faire. Hein. Que les gens ne veulent pas, ça va se faire. Et ce qu'on voit là maintenant montre ce qui arrive. Monsieur le Président, après avoir donné ces perspectives géojuridiques, c'est-à-dire refondre le droit international, réformer l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Président, nous voulons revenir sur... Pardon, le FMI, on a toute cette architecture-là. Tout ça, c'est du sionisme. Hein. Ça vous surprendre. Nous voulons revenir sur la question des négociations. Ouais. Manifestement, avant que l'État d'Israël n'attaque, il y avait
les négociations en cours qui devaient se tenir entre l'Iran et les États-Unis. Mais Monsieur le Président, nous voyons que depuis qu'il y a ce conflit, ces négociations sont restées dans un statu quo. Et quand nous observons les positions officielles, si on prend le cas des dirigeants iraniens, ils ont clairement indiqué que tant que les États-Unis ne revoient pas leur copie, c'est-à-dire ne remettent pas de l'ordre dans l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël revient avec de bons sentiments, cet accord, c'est-à-dire ce traité de non-prolifération, ils vont donner leur position. Soit ils vont rester dans cet accord, soit ils ne vont plus le considérer. C'est-à-dire qu'ils auront une position unilatérale dans le cadre de leur agenda. Comment comprendre cette manœuvre diplomatique? Ce n'est pas une manœuvre diplomatique. Du point de vue de l'Iran. Il n'y a pas de manœuvre diplomatique du point de vue de l'Iran. Mais il y a une manœuvre diplomatique criminelle de la part de M. Donald Trump, des États-Unis. Criminelle. Et qui relève même, en matière de droit de la guerre, d'un crime de guerre. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ces frappes, entre autres, visaient aussi à empêcher que cette négociation aboutisse. Vous savez pourquoi? Parce que les gens comme Netanyahou, l'État sioniste là, ne peuvent pas vivre dans un environnement normalisé. C'est-à-dire, il se nourrit de guerre, quand il n'y en a pas, il en fabrique. Il faut bien comprendre cette perspective. C'est-à-dire que vous nous poussez à entrer même dans les contradictions internes à Israël. Et là, le peuple juif dans son ensemble. Monsieur le Président, c'est une émission qui est très suivie. Non, on voit, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de juifs qui ne se reconnaissent pas dans cette politique. Ils sont très nombreux. Très nombreux. Mais alors, les stratèges sionistes ont une stratégie. Comment faire pour qu'à chaque fois que ceux des juifs qui ne sont pas sionistes, qu'elles ont le vent en poupe, comment faire pour qu'ils ne prennent pas le pas sur les sionistes? Mais il faut créer une guerre. Il faut toujours créer une situation où le complexe du ghetto va obliger tout juif partout sur la terre à se ranger en dernier instant, quelles que soient ses réserves derrière Israël. C'est ça le problème. C'est ça le problème. De ce point de vue, des choses comme le Netanyahou là, parce qu'on ne sait pas où sont ce truc. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il voit qu'il y a quelque chose qui peut émerger et qui va dans le sens d'une normalisation, il va détruire ça. Mais ils vous disent qu'ils ont créé le Hamas, non? Pourquoi ils ont créé? Ils vous le disent. Pour détruire le Fatah. Mais aujourd'hui, ils vous disent que non. L'ennemi, c'est le Hamas. Ils ont fait ça toute leur vie. C'est un État terroriste. Ils ont passé le temps à faire du terrorisme. Avant la création de l'État d'Israël, ils ont fait le terrorisme pour obliger à l'avènement de l'État et favoriser le fait que beaucoup de Juifs viennent s'installer en Palestine. Après, ils l'ont fait. Ils ont assassiné des Britanniques, des Américains. Pourquoi? Pour obliger. Ils ont toujours fait ça. L'Irgun, la Haganah, etc. C'était quoi? Tous les premiers dirigeants d'Israël, c'était des terroristes. Donc, à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils sentent que, c'est-à-dire que les Juifs veulent vivre normalement, veulent se dissoudre dans la vie normale du monde, il faut créer une situation pour les amener à retrouver le complexe du ghetto. Oh là, il y a eu la Shoah, il y aura encore une nouvelle Shoah, il y a eu ceci. Et dans le monde, un jour, on saura la vérité sur la Shoah. Et moi, je vous dis, il n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Ces gens-là créent des problèmes pour justifier leur politique. Ils en créent. Ils tuent les Juifs. Ils créent les situations où les Juifs vont mourir pour justifier justement leur politique. Quand Netanyahou décide de frapper, il sait que les accords peuvent aboutir. Ça ne le plaît pas. Il frappe, mais il ne sait pas seulement. C'est plus grave. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est plus grave. Donald Trump jouait le jeu, il savait. C'est-à-dire que les négociations, c'était pour endormir les Iraniens, en leur faisant croire qu'une perspective de solution pacifiée, merci, est possible. Les amener à baisser la garde. Puisque Donald Trump vous dit, dès le premier jour où on frappe, il vous dit, nous sommes au courant de tout. Il n'a pas dit? Il a dit que nous sommes au courant de tout. Comment tu peux vouloir négocier avec des gens
Ils veulent te faire confiance, mais en même temps, tu complotes avec le génocidaire du XXIe siècle, le criminel assassin, pour les frapper. Mais c'est un niveau de perfidie, mais ce ne sont pas des humains. C'est une bande de parfaits salopards. C'est incroyable. Donald Trump l'a fait, c'est ce qu'il faisait. Voilà pourquoi les Iraniens n'ont aucune confiance en ces gens-là. Et ils auront tort d'en avoir confiance. Ce n'est pas les gens avec qui on peut parler. Ils ne respectent aucun traité international. Qu'un traité est bon quand ça satisfait seulement leurs intérêts. Pourtant, ils signent tout, hein. Mais leur signature, là, ça ne les engage pas. Donc, ce n'est pas une manœuvre diplomatique. C'est Trump qui a joué. Parce qu'il est prisonnier de l'électorat judéo-chrétien intégriste. Les évangéliques, là, qui sont c'est-à-dire des intégristes, là. Comme il est prisonnier d'eux, avec leur vision eschatologique de merde, hein? C'est-à-dire que tout est permis. Donc, Donald Trump a joué le jeu. Et les Iraniens sont stomaqués. Et ils sont dans leur droit quand ils disent que ils ne croient plus à cette négociation. Ça ne sert à rien, c'est un peu temps. Ils doivent compter sur eux-mêmes, sur leurs alliances stratégiques, pour défendre leur peuple, défendre la dignité de l'Iran, n'est-ce pas? Et comment dire ça? Protéger leur population. Je ne vais pas insister sur le droit que se donne. C'est incroyable. Netanyahou, on ne sait pas qui il est. C'est-à-dire que cet accident humain, il demande aux Iraniens de renverser leur régime. Où est le droit international? On se questionne, Président. Ah, vous questionnez? Oui. Mais c'est Israël, c'est Dieu qui a dit de faire ça. Président Mandakani. Ça vient de Dieu, c'est le peuple élu. Président Mandakani. Il tue les dirigeants du pays comme il veut. Assassine les gens comme il veut. Oui, c'est Israël, c'est divin. C'est la condition pour que Jésus-Christ revienne. C'est incroyable. Et vous voulez que les gens continuent à faire confiance à des pareils types. C'est incroyable. Mais tous sont derrière, tous sont là derrière parce que chacun attend l'avènement du canal Ben Gourion. Projet qui va en bonne ligne avec la confiscation de toutes les richesses qu'il y a à Gaza. Et pour ça, devant nous, on est en train d'effacer les Palestiniens. Effacer à plein jour. Les gens vont s'asseoir, parler du droit international, des juristes vont sortir, les hommes d'État vont dire qu'ils sont pragmatiques, il faut être sage, il faut être ceci. Lâcheté quand on nous tient. Bravo aux Iraniens, ça ce sont des vrais messieurs. Soutien total bien un peu à l'Iran. Président Mandakani, dans la résolution de ce conflit pour des avantages iraniens, vous avez parlé tout à l'heure d'un passage immense qui relie l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Mais c'est ça le Moyen-Orient. Hein? Le Moyen-Orient, dont l'Iran joue un rôle majeur. Président, et si l'Iran essayait de fermer le détroit d'Ormuz, qui est le passage maritime stratégique du commerce mondial, pour restreindre la circulation du pétrole et mettre véritablement en mal l'économie non seulement israélienne, mais aussi toutes les avancées technologiques là pour amener cet État au niveau où il est. Et si l'Iran faisait vraiment ce pas-là pour ranger véritablement l'État israélien, est-ce que ça ne sera pas un bond de plus dans la résolution de ce conflit qui l'oppose à Israël? Bon, l'arme du pétrole, c'est comme toutes les armes, hein, ce sont les armes à double tranchant. Il faut bien mesurer les avantages et les inconvénients. Dans quel sens, Président? Attendez, en 1973, il y a eu ça. Hein. Le choc pétrolier, c'était ça. Les pays arabes ont décidé, dans le cadre de l'OPEP, de punir l'Occident pour sa politique toujours pro-sioniste. Voilà. Bon, mais il faut s'assurer de pouvoir maîtriser tous les leviers et toutes les conséquences d'une telle décision. Je pense que c'est l'État iranien qui est mieux placé pour apprécier. Mais c'est une arme qu'elle a sous la main. C'est une arme stratégique majeure qu'elle a sous la main. À elle d'apprécier si l'opportunité d'utilisation est la bonne. Mais les conséquences ont commencé. Le prix du pétrole flamme. Vous avez ouvert une brèche parlant
de l'électorat de Donald Trump aux États-Unis. Vous avez parlé du courant évangélique qui est très puissant et des élections, c'est-à-dire les midterms qui arrivent. Monsieur le Président, ce courant évangélique est également puissant en Afrique parce que nous observons que Israël a toujours le soutien de facto du fait que ce mythe du peuple élu, de Dieu, la nation par laquelle le monde est béni, et ainsi de suite. Monsieur le Président, avec cette erreur stratégique que vous avez analysée, ne permet-il pas de démasquer donc cette forfaiture qu'on a longtemps vendue à l'humanité? Vous parlez d'erreur. Moi, je ne vois pas. Ce n'est pas une erreur. Hein. Israël n'a pas fait une erreur. Il fait ce qu'il fait depuis. Il fait ce qu'il fait depuis. Sauf que, vous savez, dans une de nos réunions que nous avons organisées, j'ai souvent eu à parler de ce que j'appelle l'irrationalité de la puissance. C'est un concept que j'ai eu à développer dans le cadre de nos travaux géopolitiques. L'irrationalité de la puissance. Ça consiste à quoi? C'est que le puissant devient irrationnel quand il oublie, enivré par ses faits de puissance. Il oublie d'abord les lois de la puissance qui disent que utiliser d'une certaine manière la puissance devient l'impuissance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, utiliser d'une certaine manière la puissance devient l'impuissance. Le problème, c'est que quand vous êtes embarqué dans l'engrenage de la puissance et sa folie, vous ne vous rendez pas compte que je suis en train de franchir les lignes rouges des lois même de la puissance. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas une erreur stratégique. Israël fait ce qu'il fait depuis. Sauf que l'ivresse de la puissance l'a empêché de voir les avancées que les peuples opprimés de la sous-région étaient en train d'acquérir parce que ces peuples-là refusent de mourir. Ils disent qu'ils ne peuvent pas mourir. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu que son homme de fer ne valait plus rien. Que c'était un trou d'air. Ça ne valait plus rien. Il n'a pas vu. D'homme de fer, on est protégé. Non, les Américains sont là. Oh, il suffit que Netanyahu fasse un discours et Trump va courir. Mais Trump veut courir, mais c'est qu'il ne peut pas courir, c'est tout. Il veut, il n'a pas moyen de courir. Ah, les Russes regardent, les Chinois regardent. Le monde entier regarde, c'est plus ça. Donc, ils n'ont pas été en mesure de voir cette évolution. Donc, ce n'est pas une erreur stratégique. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est la rançon de l'injustice. C'est la rançon, je vais utiliser le mot, hein, je vais utiliser le mot. C'est la rançon du péché. Ça conduit à la mort. Donc, vous me demandez de m'attarder sur les enjeux eschatologiques. Parce que c'est un courant. Le courant évangélique est un courant qui est très puissant en Afrique. Et on nous a très puissant aux États-Unis. Aux États-Unis également. Avec donc l'avènement de ce qui prévaut au Moyen-Orient, ne permet-il pas d'ouvrir les yeux de tous ceux-là qui étaient nourris à cette forfaiture? Bon, il faut dire que d'abord ces enjeux eschatologiques concernent d'abord les judéo-chrétiens. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des théoriciens et des théoriciennes. Il y a une même qui vient de sortir un livre là. Moi, j'oublie son nom. Ça doit être Madame Bessis, hein, sauf si je me trompe, son nom comme ça. Mais elle a sorti un livre. Elle a qualifié ça l'imposture judéo-chrétienne. L'imposture. Elle démontre que c'est un mythe fabriqué de toutes pièces qui n'a aucun fondement. Elle représente ce courant-là. Il y a tout un courant qui démontre de manière historique, de manière quasi scientifique, que ce n'est qu'un mythe. Que le judéo-christianisme, c'est un mythe créé pour des raisons géopolitiques. Créé justement pour des raisons géopolitiques. Sophie Bessiste. Je ne me suis pas trompé, voilà. Elle a écrit ce livre-là. Vous avez des gens comme Pierre Hillard. Pierre Hillard, c'est un grand connaisseur des relations entre l'Église catholique et les Juifs. C'est un grand connaisseur du mondialisme. Lui aussi, il démontre très bien dans ses travaux la réalité du sionisme,
ce qu'il y a derrière comme imposture eschatologique dans cette affaire. Donc, il faut d'abord préciser qu'on parle de ces choses-là, que ça concerne les judéo-chrétiens. Si je ne connais pas chrétien, ça ne l'intéresse pas. Bon, s'il est cultivé, s'il veut pour sa culture personnelle s'y intéresser, tant mieux. Mais ça consiste simplement en une chose, c'est que ces gens-là estiment que les chrétiens, le chrétien n'est qu'un chrétien que s'il reconnaît malgré tout les liens de dépendance eschatologique et spirituelle qui le lient aux Juifs, indépendamment de ce que Jésus représente pour les Juifs et de ce qu'il représente dans ce qu'on pourrait appeler l'ensemble de l'eschatologie chrétienne, ou bien biblique. Ça a pour conséquence que Israël peut massacrer, faire n'importe quoi. Non, c'est normal, parce que ça rentre dans l'ordre prophétique du monde. D'ailleurs, cet événement doit arriver à tout prix, parce que c'est par là que les horloges géospirituelles connues comme telles ne sont pas en retard, et qu'à tout moment, c'est la condition pour que le Messie revienne, pour que Jésus revienne. Mais sauf que les sionistes s'en fichent, et ils ont leur Messie. Et leur Messie ne revient pas pour sauver l'humanité, le Messie des Juifs. Lui, il vient, ses projets à lui, qui n'ont rien à voir avec ce que les chrétiens, je parle bien des chrétiens, pensent. La deuxième imposture qu'on s'appelle, c'est que pour ce judéo-christianisme-là, sioniste, l'ancienne alliance est supérieure à la nouvelle alliance. Je dis bien que ça concerne les chrétiens. Là, je parle des chrétiens. Donc, si la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance, mais ça n'abolit pas la loi. Et comme ça n'abolit pas la loi, ben c'est la même chose. On ne tire pas les conséquences. C'est incroyable. Ce sont des vieilleries eschatologiques dans lesquelles les gens sont enfermés et qui peuvent vous amener à couvrir, encourager des injustices tellement graves au nom de tout et de n'importe quoi. En oubliant la loi fondamentale du christianisme, tel que Jésus l'a dit. Je dis que je parle aux chrétiens là. Je ne parle pas aux non-chrétiens, je parle aux chrétiens là. Mais ce que tu n'as pas vu qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autrui. Il ne faut pas le faire à autrui. C'est incroyable. Mais tout ça, ça ne vaut pas la peine de faire des un sujet d'un pareil émission si ce n'était pas le sort de l'humanité qui était engagé dans les folies de Donald Trump et de Netanyahou, où les gens même mélangent la parole de Dieu entre guillemets avec leurs affaires. Hein? Donald Trump va mettre la Bible aux enchères dans son réseau social. Il va commencer à faire la loterie avec la parole de Dieu. Il se dit que quelqu'un s'assoit dans son bureau, des pasteurs viennent prier sur sa tête, on dit des bêtises. Oh oui, il devient même, ça dit qu'il devient l'incarnation de la vérité. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'on peut accepter ça? Pas du tout. Alors, donc, c'est un problème parce que Israël agit au nom d'une vision eschatologique. Qu'on ne le veut ou pas, on est confronté à interroger cette vision-là. Qu'on se comprenne bien, hein? Bon, ceux qui ne sont pas les chrétiens, excusez-nous. Excusez vraiment qu'on vous offense en parlant de choses comme ça ici. Mais c'est parce qu'Israël agit sur la base d'une eschatologie qui nourrit, féconde sa géopolitique, féconde même les rapports de force politique interne à Israël. Et ces rapports de force interne à Israël, quand ça aboutit à l'élection de quelqu'un, il peut génocider. Il peut déclencher la Troisième Guerre mondiale, avec les conséquences que personne ne maîtrise. Donc, c'est à ce titre-là que nous sommes obligés de dénoncer cette eschatologie-là et dire qu'elle est inacceptable. Parce qu'on ne conçoit pas qu'un Dieu, tel que l'humanité a connu Dieu, qu'un Dieu se comporte comme ça. Ça n'a pas de sens. Et c'est même, ces judéo-chrétiens-là, ils font exprès. C'est-à-dire que toute la Bible condamne ces gens. Ça les condamne. De l'Ancien au Nouveau Testament, ça les condamne. Je dis même si on veut seulement s'appuyer sur la Bible, c'est injustifiable ce qu'Israël fait. C'est incroyable.
Donc, à tout point de vue, ce pays n'est pas défendable. Cet État n'est pas défendable. Et il est donc devenu le blocage objectif à l'avancée de l'humanité. Mais si vous avez peur de la loi chrétienne, la loi judéo-chrétienne, là, si on vous dit que, bon, ok, si tu es contre Israël, tu es un maudit. Mais si tu penses que c'est vrai, tu es paralysé. Tu ne peux pas agir politiquement. Tu ne peux pas agir nullement. Mais tu es déjà paralysé. Mais tu as peur d'aller en enfer. Il y a une terreur eschatologique qui est réelle. Il y a un terrorisme spirituel qui est une réalité et qui joue le jeu de ces gens-là. Il faut déconstruire ça. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a rien de chrétien. Et quand on parle du vrai christianisme, de vrai, ça n'a rien de chrétien. Et il faut qu'on le dise fortement. Cette terreur doit cesser. Israël, l'État israélien, c'est le blocage à l'avancée de l'humanité. C'est le totem de l'Occident. Si vous tuez le totem, son propriétaire meurt. Si vous n'avez pas tué le totem, ben, le patron du totem, quand on voit son totem, pour qu'il vous mange, comme on dit dans le jargon. Donc, c'est une réalité. Donc, je pense que l'enjeu. Mais bon, les choses vont dans le bon sens. L'humanité, vous voyez, dans le monde aujourd'hui, Israël, l'État d'Israël est isolé. C'est un État roni, assassin, criminel, buveur de sang, génocidaire. Il est isolé, roni, partout. Et de plus en plus, les gens s'émancipent de cette terreur eschatologique. Les gens de plus en plus s'émancipent pour embrasser la nouvelle humanité qui arrive, où on pense que les peuples, libérés des archaïsmes et des eschatologies de la mort, pourront enfin se donner la main et pratiquer la vraie fraternité telle que le vrai Dieu l'instruit. Se donner la main et essayer de jeter les bases d'un monde où il n'y a plus de paix, où l'oppression va être combattue par tous, où les hommes peuvent se réconcilier avec une véritable perspective divine, loin de tout racisme, de tout intégrisme, de tout fondamentalisme, de toute forme d'intolérance. Et c'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct spécial consacré au conflit irano-israélien. Monsieur le Président, nous vous disons merci d'avoir été présent pour cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la production de cette émission. Je dis également un merci à ma coéquipière pour la tenue de cette interview, Madame Charlotte Djengele. Et à nous revoir. L'avocat du diable. À bientôt pour une nouvelle édition en direct. Merci encore. Je vous en